Est-il possible de conclure? Je ne crois pas. Je pense que toute une variété de pistes ont été ouvertes, à chacun d'en prendre les éléments qui le concernent plus particulièrement, soit personnellement, soit dans le cadre de son activité professionnelle. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que par rapport à ce que j'évoquais ce matin, en partant des enfants cachés, en allant jusqu'à la problématique des exilés, eh bien, tout ce champ a été balayé, et balayé d'une manière extrêmement pertinente. Il y a un petit sifflement. J'espère que ce n'est pas le public qui siffle. D'accord. Bon. Alors, simplement, je vais reprendre quelques points qui m'ont paru tout à fait significatifs. En commençant par une petite anecdote, bon, qui n'a pas à voir de manière précise avec la thématique d'aujourd'hui, mais encore. Une collègue voit un jour arriver à sa consultation, amené par ses filles, un homme de 90 ans. Ses filles disent à ma collègue, voilà, on l'a trouvé dans la cour un soir où il neigeait, à peine habillé, il avait son pyjama, et il était là, immobile, par le froid, sous la neige. Bon, on l'a pris, on s'est dit, ça va pas, il faut qu'il consulte, ça trouble du comportement, etc. D'où la consultation. Et c'est à ce moment-là qu'il, après un certain temps d'entretien, il arrive à exprimer à cette collègue son désir de mourir comme ses collègues de camp à Auschwitz qui décédaient, entre autres, de froid dans les espaces du camp. C'était 80 ans. Il avait 17 ans quand lui était à Auschwitz en 1944, et la consultation a eu lieu en 2017. Donc tout ça, tout simplement pour souligner ce temps considérable. Et ce matin, on évoquait des personnes âgées, certaines atteintes d'un processus d'Alzheimer. Ce n'était pas le cas là, c'était une dépression dont d'ailleurs il a pu se sortir justement en pouvant, enfin, parce que sa famille était à peine au courant qu'il avait été déporté, enfin verbaliser tout ce qu'il portait en lui, tout ce qui était dans cette boîte. Alors, revenons au thème de la journée, les enfants cachés, les enfants protégés, et ce qui a été évoqué concernant la problématique de l'affiliation, de la désaffiliation, qui me paraît extrêmement importante, car on se trouve face à des perturbations générationnelles par des mécanismes de transmission plus ou moins souterrains, mais qui ressurgissent parfois comme ça, au travers de comportements de type psychosomatique ou des comportements de type tentative de suicide ou addiction, etc., et dont le sens ne peut être retrouvé qu'au travers d'une approche psychothérapique, d'une approche relationnelle dont on a régulièrement parlé depuis ce matin. Et puis il y a cette fameuse boîte qui a été évoquée par Manon Feldman ce matin. Cette boîte, alors boîte noire, hein, tout de suite l'association vient à l'esprit, qui nécessite d'être décryptée. Hélène Epstein, que j'évoquais, elle avait sa chambre forte.
à l'intérieur de laquelle il y avait tous ses grands-parents assassinés, ses 2 parents survivants, et il fallait qu'elle s'arrange avec tout ça. Elle s'en est arrangée par un travail personnel et puis par un travail d'entretien avec de nombreux enfants de survivants qui sont retranscrits dans ce livre que j'évoquais, Le traumatisme en héritage. Tout ça fait qu'il est tout à fait fondamental que la parole puisse circuler, mais pas n'importe quelle parole, pas une parole uniquement factuelle sur les événements, mais une parole sur le vécu et l'expérience relatée concernant le convoi numéro 6, si j'ai bien repéré le chiffre, n'est-ce pas? Ce convoi numéro 6 a été, à mon avis, assez unique. Enfin, il n'y a pas, semble-t-il, d'autres enfants de parents qui ont été déportés par d'autres convois. Et là, il y a eu effectivement une dynamique de mémoire partagée, et j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant, qu'on pouvait, autour de ces échanges, retrouver quelque chose de la filiation, retrouver avec les archives, avec les photos, des éléments susceptibles de retrouver sa place, et non pas comme trop souvent, se transformer en parents de ses parents, des inversions de génération. Et ça, effectivement, Régine von Tratter avait insisté là-dessus, sur ce risque de transformer les enfants de survivants en parents de leurs parents. Donc vous voyez que ça, voilà, tout ce qui s'est dit ce matin permet de rebondir sur toute une série d'autres éléments. Alors, alors bien sûr, je dirais le témoignage de Boris Cyrulnik était effectivement tout à fait dans la ligne. Bon, Boris Cyrulnik, résilience. Okay, donc, il a tenu à rappeler que c'est un concept qu'il a travaillé, forgé, porté, n'est-ce pas, à un point tout à fait développé. Mais au travers de son double, Victor Frankl, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. J'ai trouvé là qu'il y avait quelque chose de poignant, qui lui a permis d'évoquer des souvenirs d'enfance que je n'avais jamais entendu, ni qu'il avait véritablement écrit, des choses dont, enfin, je pense qu'on a eu un peu la primeur. Et je pense que ça c'était alors tout à fait bouleversant. En plus, il a évoqué ce fameux clivage, qui effectivement, bon, tous les psys. Alors là aussi, on revient sur « Ah, mais il ne faut pas trop psychiatriser, etc. etc. » Il n'en reste pas moins qu'un des objectifs de la journée, c'était quand même d'avancer un peu dans la compréhension, de poser quelques petites pierres pour comprendre. Et je pense que de ce côté-là, c'est tout à fait réussi. Et alors je reviens à la boîte, la boîte ou la chambre forte. Dans quel secteur de tout un chacun du psychisme se trouve-t-elle? Est-ce que se trouve dans la partie clivée qu'on peut mettre de côté, ou dans la partie plus ouverte vers la vie, plus dans la dynamique relationnelle? Là aussi, ça j'ai permis d'associer ces deux choses, et qui
pourrait être susceptible, mais en présence des intéressés, bien sûr, de prolonger l'entretien. Alors, bien sûr, tout ça, ça s'inscrit, toute cette souffrance, l'enfant caché, au niveau des différents génocides. On commence avec la Shoah, mais enfin, bon, je pense que c'est un phénomène qui s'est reproduit, hélas, dans d'autres configurations. Ces situations, on l'a très bien montré cet après-midi, s'inscrivent dans un contexte de souffrance de l'enfant, depuis la mort jusqu'au psychotraumatisme, en passant par le handicap, qui se chiffre par millions. C'est Sautreau qui l'a très bien montré. Et en plus, alors je ne vais pas revenir sur les discussions entre le stress, le stress post-traumatique, le deuil, les entrecroisements qui ont été tout à fait démontrés, mis à plat. Mais ce que j'ai peut-être apprécié encore plus, c'est la problématique des images et des sépultures. Les sépultures. Car il y a là, dans la reconstitution et la reconstruction, une étape tout à fait fondamentale. Ça me faisait penser à ces collègues médecins légistes qui, en ex-Yougoslavie, ont participé à l'exhumation des fosses, des charniers, pour redonner une identité. Et c'était ce qu'attendaient les familles, redonner une identité. Ça me paraît fondamental. En Ukraine, le père Desbois a fait un travail identique. Est-ce qu'il arrivait à redonner des identités, car évidemment la situation était quand même beaucoup plus ancienne. Mais alors, on peut discuter de la qualité des sépultures, des tombes. À Berlin, vous sembliez souligner le caractère un petit peu minéral de ce champ, de champ de pierre. On peut le sentir autrement. On peut le sentir autrement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger ces ressentis, ces différents ressentis. Et puis la clinique a aussi été toujours présente aujourd'hui. Je pense donc à l'intervention de Madame de Girard, où petit à petit, la vie de ces exilés redevenait perceptible au travers de toute une série d'avatars, les retards, le manque de respect, d'exigences un peu élémentaires par rapport au cadre psychothérapique, etc., etc. Et ben oui, faut faire avec, quoi. Voilà, si on n'a pas compris ça, je pense qu'on passe à côté de toute possibilité d'aide à ces exilés. Le témoignage de Paula Jacques, là, récemment, est évidemment aussi intéressant pour montrer combien ce parcours sinueux n'a pas entravé sa construction ou sa reconstruction, comme on veut, pour déboucher sur voilà, une activité médiatique tout à fait intéressante et riche. Riche comme l'a été toute cette journée, je pense. J'espère que de votre côté, vous avez également récupéré quelques éléments qui vont continuer à prospérer. Hein, les billes vont continuer à rouler, ça me paraît fondamental. C'est une journée un petit peu jalon dans cette
construction d'une mémoire tournée vers la vie, hein, et non pas uniquement tournée vers la mort, bien sûr. Mais les deux sont entremêlés. Je crois que voilà, on ne peut pas faire l'économie de cette intrication tout à fait essentielle au sens propre du terme. Et je reviens au fait qu'ici, à Isieux, ce lieu, aujourd'hui ensoleillé, avec ce spectacle toujours magnifique, que pouvaient admirer, apprécier tous les enfants qui étaient là jusqu'à la veille de cette matinée tragique du 6 avril 1944. Mais peut-être si vous voulez continuer à enchaîner. Oui. Oui, alors je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Vous avez entendu beaucoup de personnes aujourd'hui. Je vais surtout déjà remercier Dominique, Laurence, tous les intervenants, le public qui aura été bienveillant, parce que j'étais un parfait novice en matière de modération, donc j'espère que je m'en suis pas trop mal tiré. Vous me le direz, même en mentant, ça fait toujours plaisir. Et je voulais en fait vous dire simplement ce que moi j'avais retenu de mes lectures, donc les lectures que j'ai faites des différents intervenants en amont, et de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Donc je vais être le plus bref possible. La première chose, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, finalement, dans vos approches différentes, c'est que tous, vous essayez de montrer un processus à l'œuvre, donc vous essayez finalement de donner forme, corps, sens à une temporalité très spécifique. Alors qui tantôt est celle du trauma, tantôt est celle du deuil, comme Alain par exemple nous a montré comment on pouvait les distinguer, mais on a affaire à des processus temporels, donc on a affaire en un sens à de l'histoire, et c'est une question qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps, qui explique aussi pourquoi j'ai accepté la proposition de Laurence. Alors Laurence me disait, est-ce qu'elle est dans la salle? Je ne la vois plus. Voilà. C'est toi qui me disais que le directeur actuel d'Auschwitz disait qu'il fallait aller d'Isieux à Auschwitz. J'ai fait exactement l'inverse. Je ne sais pas ce que ça signifie. Oui. Il disait, pour comprendre la Shoah des enfants, il faut aller d'Isieux à Auschwitz. Et toi? Alors quel Shoah j'ai compris en faisant le trajet inverse? Bon. On en reparlera. Ouais. Sans doute. Et puis, cette temporalité, je la trouve très intéressante à un double niveau. Subjectif, donc les questions, effectivement, et quand je dis subjectivité, ce n'est pas uniquement la singularité individuelle, c'est aussi la subjectivité des groupes sociaux, des groupes identitaires notamment. Et puis une temporalité aussi objective. Et là, ça rejoint vraiment le travail des historiens, je pense, les questionnements qui peuvent être le leur. C'est-à-dire qu'au fond, les traumatismes à l'échelle collective, à l'échelle historique, créent en fait à l'intérieur de l'histoire un temps autre, qui donne au temps humain d'ailleurs une signification qui est toujours complexe et qui nécessite un travail de reprise qui n'a pas de terme finalement. En fait, l'histoire, elle vit de sa réécriture, je crois, et la pensée justement au travers de ces événements douloureux dont on a parlé aujourd'hui, ça me paraît toujours très très intéressant. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai eu, je dirais, une confirmation indirecte d'une distinction qui me paraît très importante et qui a presque toujours été présente chez les intervenants. Alors, j'ai trouvé la formulation de cette distinction chez un historien, enfin un historien un peu particulier, qui est Todorov, qui a aussi fait un peu de linguistique. On va dire qu'il était un petit peu à plusieurs carrefours, Todorov. Et je crois que c'est dans Les abus de la mémoire,
donc où il critique notamment le devoir de mémoire, son caractère un petit peu contemporain, à la mode, si l'on peut dire. Il fait une distinction très intéressante entre ce qu'il appelle la mémoire littérale et la mémoire exemplaire. Et c'est cette distinction que j'ai entendue très souvent, c'est-à-dire la mémoire littérale, c'est, selon Todorov, celle qui va assigner individu ou groupe, oui, à une identité fixée dans un passé. Et donc, on va être effectivement dans la répétition, finalement, le retour, prisonnier du passé, on ne pourra plus s'en délivrer. Et puis, il oppose donc à cette mémoire, une mémoire qu'il nomme exemplaire, et où la mémoire devient finalement un usage, la possibilité de se servir de ce qu'on a vécu pour penser, alors M. Védrine disait la vie, c'est-à-dire aussi pour penser le présent et l'avenir. Donc Todorov donne un exemple célèbre qui est David Rousset. Aidez-moi, j'ai oublié le titre de l'ouvrage de Rousset, c'est Les derniers jours de notre vie, non? C'est ça? Voilà. Donc qui est un ancien déporté et qui, à son retour de camp, donc il n'était pas dans des sites d'extermination, mais des camps de concentration, communiste, apprend l'existence des camps staliniens et décide d'attaquer en fait Staline malgré son communisme. Pourquoi? Parce qu'il se sert de son expérience de déporté, et Todorov y voit donc un usage exemplaire justement de la mémoire, donc pour créer, inventer en quelque sorte l'avenir. Alors pour la petite histoire, il est exclu du Parti communiste français, qui porte plainte contre lui et qui, je crois, le Parti communiste français perd son procès. Donc voilà. Il me semble que cette distinction, on l'a entendue en fait très souvent, et c'est pour cela que je voulais vous en parler. Je m'arrêterai là et je donne la parole à Dominique Vidot. Bien. Alors, je ne vais pas trop prendre la parole parce il est déjà tard. Je vais juste dire que moi, j'ai été vraiment impressionné par la qualité de tous les intervenants et aussi le fait que ce qu'on s'était dit en amont avec Simon et Laurence, c'est-à-dire qu'il faille faire un colloque réunissant des experts en psychiatrie, psychologie, soit ouvert et ne soit pas centré que sur la Shoah. Évidemment, il y avait une majorité d'interventions sur cette période et c'était très bien. Mais c'était très fort aussi cet après-midi d'avoir cette ouverture sur le Rwanda et d'avoir cette ouverture sur l'accueil psychologique des migrants. Donc ça, je me félicite que cette feuille de route qu'on s'était fixée ait été tenue. Ça n'a pas été facile, je crois. Laurence m'en a souvent fait part. Mais je me réjouis que finalement, vous ayez trouvé la solution pour qu'on réussisse de ce point de vue-là. Voilà. Je vais simplement faire des remerciements comme l'a déjà fait David, en vous remerciant tous d'avoir été présents, en remerciant aussi tous ceux qui sont en ligne. Donc on était quand même entre 70 et 90 durant la journée, ça a un peu fluctué, mais entre les présents et les gens en ligne, c'est quand même pas mal pour une journée de fête des mères, avec des envies d'ailleurs, d'extérieur, qui nous démangeaient tous, et finalement quand même on a tenu le coup, on est resté, et on s'est vraiment enrichi de cette journée. Je remercie donc l'ensemble des intervenants, Marion Feldman, Yoram Mouchnik, Boris Cyrulnik, Alain Sautreau, Jeanne Allaire, Kai Gerva, Christina Alexopoulos de Girard, Paula Jacques et aussi notre modérateur que je remercie, David Chabat. Je remercie aussi bien sûr Simon Pintel, Laurence Collerotte qui sont à l'origine de ce colloque, je le rappelle. Tous deux sont membres du conseil d'administration de la Maison d'Isieux et ils ont fait cette demande qui remonte à peu près 2 ans, hein, voilà. 2 ans de pouvoir faire un beau colloque comme celui qui vient de se tenir. Évidemment, nous avons répondu présent.
Et je remercie bien sûr Jacques Védrine qui a accepté d'être le président de ce colloque et qui nous a apporté son expertise précieuse. Je remercie aussi à la captation de l'émission et pour tous les aspects techniques l'équipe de Polstream qui nous a permis d'avoir quand même une émission de qualité et surtout une retransmission à destination du public en ligne qui était tout à fait correcte. Je remercie aussi bien sûr nos financeurs qui sont à nos côtés et qui sont principalement la région, l'État et le département. Je remercie bien sûr le fonds de dotation Sabine Zatin qui nous soutient particulièrement pour ce colloque et tous les mécènes qui nous soutiennent. Bien sûr, je remercie aussi toute l'équipe d'Isieux qui s'est mobilisée pour faire de cette journée une réussite. Voilà, et dernier petit détail, tout l'ensemble de ces conférences sera en ligne dès demain. En fait, on avait dit dans un premier temps un peu plus tard, et finalement ce sera dès demain, sur une page de connexion sécurisée, un mail vous sera envoyé. Merci à tous.